Congratulations! Oh, incroyable! Boom! Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction investigation. Et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On est de retour pour vous jouer à un mauvais tour. Comme d'habitude, il y a eu un Grand Prix ce week-end. Et ben on est là et on va vous raconter tout ce qui s'est passé, vous donner notre avis, alors que vous en avez sans doute rien à faire. Pour ce faire, l'équipe est là, comme d'habitude. Comment va Léo ? Très bien, et vous trois ? Enfin, vous deux, parce qu'il n'y a pas Alexandre qui nous manque. Bah écoute, ça va, je te vois, tu caresses ton chat là, on dirait le méchant dans l'inspecteur Gadget. Franchement, c'est un truc de ouf. On fait la bise à Alex qui d'ailleurs passe un meilleur week-end que nous, qui était à Portimao commenter des courses de voiture, vraiment la vie de rêve. Vraiment, il écoute pas quand il est pas là, mais bisous à lui quand même. Maxime est là aussi. Comment ça va, Maxime ? Ben ça va. Et vous ? Eh ben écoute, tranquille. Petit week-end de course à Portimao. À Portimao, pas du tout. C'est Alex qui était à Portimao. Nous on était à Barcelone, à Catalunya, avec pas mal de choses à dire. Donc si vous êtes chaud, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Vraiment. Petite news, non, seule news sur laquelle on va revenir en intro, mais énorme news, c'est l'annonce de la retraite d'Aleix Espargaro. Il a fait une petite conférence de presse jeudi où il a parlé aux médias et où certains de ses potes sont venus le rejoindre sur scène après, où il expliquait qu'il allait prendre sa retraite à la fin de cette saison. Je tiens à le dire et c'est vrai, je suis très dégoûté, je voulais tweeter le lundi en général, je fais une prédiction de temps en temps, c'est rarement bon, mais là je sais pas, je me suis dit faut que je tweete cette semaine Aleix Espargaro va prendre sa retraite. Je sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit lundi, j'ai oublié de le faire, j'étais dégoûté quand ils ont annoncé la conférence de presse, j'étais dégoûté, mais vraiment. Je vais pas vous refaire son palmarès parce que c'est pas très épais. Non, alors je vais vous le faire quand même. Donc pilote en Moto 3, Moto 2 et Moto GP. Alors il a fait pas de la Moto 3 d'ailleurs, il a fait 125, 250 Moto 2, Moto GP. Sur les 3 premières petites catégories, il y a 0 victoire et 1 podium en Moto 2, c'est tout. Il va monter en Moto GP grâce à ses sponsors, je pense, mais on va revenir un petit peu là-dessus. Et il va réussir 3 victoires, 11 podiums en 242 courses avec 6 pôles. Il va d'abord être un pilote CRT très performant à l'époque début des années 2010 sur la CRT, et ensuite il va être pilote sur la Suzuki, passé chez Aprilia, début très compliqué, et puis il va être partie intégrante du développement de la moto pour être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une moto perfo et un pilote qui peut jouer des podiums. On va essayer de poser pas mal de questions par rapport à ce pilote. Léo, première question, est-ce que cette annonce t'a surpris ? D'abord, champion CEV, titre que Marquez n'a pas et n'aura jamais. Donc, tout à son honneur quand même. Incroyable. Non, ça m'a pas surpris. Et au final, le timing, il est plutôt bon parce que, je sais pas si vous le saviez, mais il est natif de la Catalogne. Ah ouais ? Du circuit. Est-ce qu'il serait pas né à Granollers, frérot ? Non, moi je trouve quand même que les deux Espargaro qui s'en vont de la MotoGP en 2 ans... est-ce que ce monde n'est pas merveilleux au final la violence. Non, l'annonce en vrai elle a fait un peu mal au cœur, même si j'aime pas du tout le personnage. Mais au final non, je suis pas étonné, puis ça aide, pour ça va déboucher pour les transferts derrière. Donc ouais. Je suis 100% d'accord avec toi, je suis pas du tout fan du personnage non plus, c'est un secret pour personne, mais par contre il m'a fait un peu, pas de la peine, mais genre je trouve qu'il était vraiment émouvant pendant sa conférence de presse. Il est critiquable sur plein d'aspects, même par nous, je trouve qu'en termes de personnalité, vraiment ce qu'il reflète à travers la caméra, c'est vraiment pas très beau souvent, mais on peut pas nier que c'est un mec entier, qui a pas vraiment sa langue dans sa poche, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. C'est un mec clivant, qui fait du bien au MotoGP. Et même si, comme j'ai dit, je l'apprécie pas, il faut des personnalités comme ça, des mecs, des sanguins et tout. Enfin, c'est vraiment un mec... C'est le genre de mec qui te fait allumer la télé, en fait. Alors, c'est mieux quand il est bon,
mais c'est le genre de gars que non mais vraiment, alors quand il est 18ème non, mais tu sais Bah, là si, parce qu'il se bat à Morbidelli, en vrai, c'est cool. voilà, c'est ça. On accroche ou pas à sa personnalité, mais en tout cas c'est quelqu'un, c'est un gros personnage et Ouais, c'est l'antagoniste parfait. exactement, on adore le détester. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de mecs comme ça dans l'histoire, même dans d'autres sports. J'aimerais. Un jour on fera un épisode là-dessus. Mais t'en as J'adore. besoin, c'est le genre de mec que t'adores détester, mais quand ça va, tu fais ah putain. Ah, il C'était est bien fort. quand il était là quand même, putain. Est-ce que ça t'a surpris toi, Maxime, cette annonce? Non, parce que ça faisait un moment qu'on en parlait quand même. Ça faisait un moment que c'était sur la table. Je pense que c'est un peu comme son frère. Ils arrivent en famille sur les week-ends, etc. Ça va être quand même assez lourd comme pas logistique, mais enfin comme organisation, comme un peu tout. Ouais, puis voilà, peut-être que tu commences à passer à autre chose. T'as envie de passer tes week-ends plus légèrement. Je pense que ces mecs-là, ils aiment vraiment trop le sport. Ils sont vraiment passionnés de moto, lui comme son frère. Mais ils ont peut-être un peu envie de l'aborder différemment. Ils seront toujours là tous les week-ends. Parce que tu peux te dire, qu'est-ce qu'ils font là, ces mecs-là? Ils s'en vont parce qu'ils ont plus envie de faire de la moto, mais ils sont quand même là tous les week-ends. On les retrouve commentateurs, consultants, etc. Mais ils ont juste plus cette pression-là, en fait. Et il va juste être peut-être pilote de développement. Pas forcément pour Aprilia, de ce qui se dit. C'est pas confirmé encore et ce serait il pourrait potentiellement être développeur pour quelqu'un d'autre. J'ai aucune idée de qui ça pourrait être, mais Honda, il est pas fermé à Aprilia. Honda. Ça, c'est la piste la plus sous-entendue dans les médias en tout cas. De toute façon, je suis n'importe quel constructeur. Si c'est pas signé avec Aprilia pour qu'il soit pilote test à partir de 2025, je toque à sa porte. Parce que vu le taf qu'il a fait sur l'Aprilia, et vu à quel point il est rapide encore, parce que avoir un pilote test qui a des bons retours techniques et tout, c'est bien, mais surtout un mec qui va vite, parce que si le mec qui va pas assez vite pour mettre la moto en contrainte, tout ce qu'il va pouvoir te dire, ça ne sert à rien. Moi, demain, je deviens pilote essayeur chez Yamaha, je vais pouvoir leur dire plein de choses. Vu à la vitesse à laquelle je vais aller avec la moto, Quartaro, il en aura rien à foutre de mon retour technique, tu vois. Donc, ils ont quand même Crutchlow qui va assez vite, mais un mec comme Espargaro qui est retraité, qui vient de gagner une course sprint ce week-end, ça va encore plus vite aujourd'hui qu'à le Crutchlow. Donc, Même sur la je pense. Ouais, puis surtout que ce que tu as dit et qui est quand même assez important, c'est que c'est un mec qui était sur la moto, du coup, enfin, quand on sera en 2025, c'est un mec qui était sur la moto l'année d'avant. Ouais. Donc, qui est plus ou moins à jour des dernières nouveautés, qui sait ce qui se fait ailleurs, qui vient d'une moto qui va vite quand même, et qui a plein de points forts. Ouais. Donc, moi je pense que c'est. Quand t'es un constructeur japonais, que ce soit Honda ou Yamaha, ce serait quand même très intéressant de l'avoir avec toi. Puis il a travaillé chez Suzuki. Je sais pas à quel degré il a été dans le titre en 2020. Est-ce qu'il a vraiment aidé d'ailleurs à la construction de cette machine? Mais il est quand même là quand Suzuki revient en GP. Il a certainement un peu aidé sur les 2 saisons qu'il a faites. Et il a quand même du coup l'habitude de travailler avec des Japonais. Donc ça peut aider pour Honda ou Yamaha si jamais il se saute dessus. On est d'accord, donc l'ami Elias Espargaro qui pense à la retraite. J'ai une dernière question pour vous avant qu'on passe à l'actu. Est-ce que c'est le meilleur timing pour lui en termes de perfo, etc., pour prendre sa retraite parce que il aurait pu, ça aurait été assez légitime de continuer une année de plus vu la vitesse qu'il a, mais là au moins il s'arrête au top, entre guillemets, il va pas faire l'année de trop. Est-ce que le timing est bon d'après vous, Maxime? Ouais, c'est exactement la réflexion que je me suis faite quand je l'ai vu prendre la pole. Je me suis dit, franchement, sortir comme ça, c'est peut-être mieux, quoi. Au moins, on aura un souvenir de lui. Il laissera la dernière trace qu'il laissera sera bonne, quoi. Il reste sur une bonne année avec une bonne moto. L'année n'est pas finie, hein, mais je pense que le timing est bon. Hein. Léo? Bon, on voit quand même que son début de saison, il est moins bon que l'année dernière. Après, il a quand même fait un week-end très solide. Je pense que le timing est bon. S'il avait fait une saison de plus, ça aurait pas été choquant. De s'arrêter maintenant, ça l'est pas non plus. Il est toujours performant, donc il va sortir par la grande porte. Hein. Depugné le disait souvent, que c'est Danilo qui le disait, que c'est toujours beau pour un sportif de partir quand lui le décide, plutôt qu'on lui impose. Donc au final, avec la saison, la carrière, comme tu l'as dit, qui est pas énorme en termes de palmarès, je trouve quand même qu'il a fait une belle carrière, honnête, avec Suzuki, puis avec Aprilia, même avec les Open et tout ça à l'époque. Et je crois qu'il s'est fait dominer qu'une seule fois par son coéquipier, c'est quand même très fort. Donc ouais, c'est une belle carrière, un bon moment pour s'arrêter, en étant toujours rapide, pas comme l'année dernière, mais
en restant quelqu'un de potable et qu'on doit surveiller. Je suis 100% d'accord avec ça, messieurs. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur Aleix Espargaro. Avant qu'on enchaîne sur les débriefs du week-end, je vais vous demander la traditionnelle question. Qu'est-ce que vous pensez du circuit de Barcelone, Maxime? C'est comme Luca Marinis, hein. C'est au tiède, hein. Il est là, tant mieux, il est pas là, tant pis, quoi. Ouais, c'est ça. Ça me procure pas de sensation particulière, tu vois. Y a pas de moment où je me dis, Même le 5, là ouais, je suis pas fan. Je suis vraiment pas hyper fan du circuit pour le coup. Ça offre des belles images, hein, pourtant. Mais on a pu le voir plein de fois avec Henri Martin, qui arrive à être efficace même en posant l'épaule, parce que les tours qu'il fait en qualif, à un moment donné, je sais pas, je pense que on s'en fout, mais au début de la qualif, je crois, c'est lui qui met le meilleur temps. Au tout départ, il fait un tour, c'est monstrueux, il a l'épaule par terre, je sais plus lequel numéro c'est. Le 5. 5-6, là, avant la montée là. Même le 6, ouais, il repose. Ouais. C'est... Donc voilà. Léo, même question. C'est un circuit que j'affectionne. Pas forcément le tracé, il est classique. Mais les images sont belles, puis les courses en général sont cool, notamment Moto 3. Donc ouais, c'est un circuit, quand on y va, je suis content. Contrairement à la F1 où tu te fais sacrément chier sur circuit. Ah ouais, alors effectivement, c'est plus... Alors, c'est assez anti-logique, mais c'est plutôt un circuit de voiture, dans mon esprit. Alors que les voitures, quand elles sont dessus, c'est l'enfer, parce que la Formule 1, il se passe jamais rien. Alors qu'en moto, ça va, il se passe 2-3 trucs. Je suis content qu'ils aient remis les 2 derniers virages comme ils étaient, plutôt que... ils l'avaient modifié après la mort de Luis Salom. Ils avaient fait une chicane dans l'avant-dernier virage et c'était horrible. Mais sinon, je suis assez d'accord avec vous. Il me procure pas grand-chose. J'aime bien le virage dont tu parlais, Maxime, le gauche-droite en montée, là, ça c'est plutôt cool. Celui-là est pas mal. Après, on peut pas nier que c'est le théâtre de la plus grande bataille de l'histoire du MotoGP entre Rossi et Lorenzo, c'est sûr. Mais ouais, moi, en fait, ça me choque pas qu'il soit au calendrier. Je trouve pas ça scandaleux. Je suis content qu'on y aille parce que l'ambiance elle est cool, parce que Barcelone c'est historique, etc. Le tracé en lui-même mais un peu random, quoi. Et on a discuté un peu en off, le long lap est un enfer là-bas, c'est une catastrophe. Quand t'as posé la question, Léo, je t'ai dit Spielberg, d'un coup c'est le pire long lap du calendrier, mais non, je crois que c'est celui-là. Hein. Bah, il est super long, puis t'es complètement hors trajectoire et tu dois faire super attention quand les mecs reviennent, puis t'accélères pas comme eux, enfin tu peux pas réaccélérer d'un coup, c'est une horreur. C'est assez horrible, mais on va reparler du long lap, vous inquiétez pas, il y a 2-3 choses à dire. Je vous propose qu'on enchaîne avec le débrief des courses du week-end. C'est parti pour la Moto 3. Moto 3, donc course sur ce circuit de Barcelone avec une pole de notre ami Ivan Ortola et un départ qui se passe plutôt bien. En général, le premier virage c'est assez compliqué à Barcelone, mais là, si je ne me trompe pas, rien à signaler sur le premier freinage en Moto 3. Ce sera différent en Moto 2, on en reparlera. Donc j'ai noté peu de chutes malgré celle de Kelso et de Furusato, qui étaient tous les deux bien placés dans le premier groupe. Furusato d'ailleurs qui était bien, qui prend un long lap, qui sort du long lap, qui chute, qui repart, c'était n'importe quoi un peu là, c'était le cirque par derrière lui aussi ce week-end. On va avoir une grosse bagarre à 15, en gros ils sont une grosse quinzaine, il y a un gros premier groupe, mais c'est souvent le cas quand il y a des circuits avec des longues lignes droites comme ça, c'est-à-dire que même quand les pilotes se font distancer en Moto 3, ils arrivent à récupérer dans la ligne droite grâce à l'aspi. Long lap pour David Munoz qui va quand même réussir à rester dans le bon groupe et ça c'est cool pour lui. Arrivé aux 2 tiers de la course, notre ami David Alonso va prendre la tête et imprimer un rythme d'enfer qui va complètement éclater le groupe. Du coup, il n'y a plus que 6-7 pilotes qui vont réussir à rester accrochés. Et encore, je mets des guillemets parce que il va se mettre à l'abri et personne ne pourra l'attaquer. Il va un peu s'envoler pour aller l'emporter devant Ivan Ortola et une P3 de José Antonio Rueda après un joli retour et une belle fin de course, de belles attaques. Bon, messieurs, j'ai volontairement passé assez vite sur le débrief de la course, mais on va essayer d'y revenir assez en longueur avec quelques questions qu'on va essayer de se poser. Nouvelle victoire donc du Colombien qui n'a rien de colombien, on en parlait ensemble, David Alonso. Bon, est-ce que il est vraiment au-dessus de l'eau? Est-ce que c'est l'alpha de ce championnat, Léo? Déjà pour revenir sur le premier virage, je suis pas totalement d'accord, enfin c'est avant le premier virage, mais la manœuvre d'Ortola elle est quand même elle est un peu dangereuse je trouve, parce qu'il le pousse vraiment, il a plus aucune place, ni Rueda ni Furusato. Après oui, le premier virage. Aussi au départ, hein.
Ouais. Il me semble qu'il balaye la piste de droite à gauche. Ouais, Il s'en bat les couilles. On en reparlera tout à l'heure. Munoz, je voulais en parler. J'ai noté incorrigible parce qu'il prend pas de longue lap là, mais il fait un peu de nimp au départ aussi. Hein, mais on en reparlera de Munoz tout à l'heure. Mais ouais, pour revenir sur Alonso, c'est clairement l'homme à abattre. Il sait s'être inspiré de Guevara. J'espère qu'il fera pas de même en Moto 2. Mais quand il prend le lead et qu'il essaye de s'enfuir. Hein. De quoi? Même dans sa vie personnelle. Hein. Même dans sa vie personnelle, surtout ça. Non, mais quand il prend le lead, pour moi, il partait et il était intouchable. Au final, on a vu qu'Ortola était très très bon. Et puis j'ai été impressionné par Rueda, même Veyrer, avec les softs qui ont super bien tenu. Même Rueda qui va plus vite en soft au 17ème tour que avec son double soft en qualification sur 2 tours. Enfin, c'est incroyable. Et dire qu'on pensait que les Pirelli s'écroulaient au bout de 10 tours. Mais il y a quand même un petit step parce que même à la fin, ils n'ont pas réussi à le passer dans le premier virage. Et le dernier secteur, il n'y avait rien à tenter contre lui, quoi. Il était beaucoup trop fort. Maxime, je te pose la même question sur David Alonso. Est-ce qu'il t'impressionne sur son début de championnat? Ah oui, il n'y a pas photo. Je pense que Léo, en plus on en parlait en off, la stat que tu as donnée avant la qualif, je pense. Sur 18 sessions, il en mène 17. C'est stratosphérique. Bon, il prend pas la pole. Je pense même pas qu'il est sur la première ligne. Non, il est deuxième ligne. Parce qu'on lui a retiré un temps. Mais ok. Donc il n'y a pas grand chose à dire, la stat parle pour elle-même. Et puis en course super intelligent. En course très intelligent. Il reste derrière toute la course jusqu'au tour 7, je pense, si je dis pas de bêtises. Et après il met en marche et il éclate le groupe. Ils étaient quasiment une dizaine. Et puis quand il met en marche, ils sont que 4 à pouvoir le suivre et personne n'arrive à le repasser. Même que Ortola au début. T'avais Ortola et Veyrer qui arrivaient à suivre au début. C'est derrière, t'as Munoz et Rueda qui reviennent ensemble. Mais c'est Olgado a éclaté. Olgado, il a éclaté. À 2-3 tours de la fin. Non, vraiment super course, très intelligent en compréhension des pneus, incroyable. Je pense que Rueda met en route un peu trop tard. C'est dommage parce que je pense qu'il avait c'était peut-être le seul à pouvoir l'inquiéter en fin de course parce que faire un tour qualif comme ça à 2 tours de la fin. Mais bon, il se retrouve pas bien placé et peut-être qu'il s'attendait pas à ce que ça explose autant devant. Dommage pour lui parce que je pense qu'il avait bien géré ses pneus aussi. Donc à surveiller s'il commence à comprendre les pneus. Ça peut être très intéressant. Ça peut être un contender aussi quoi. Après, je sais pas si c'est pas une piste sur laquelle ils avaient testé il y a pas longtemps. Peut-être qu'il y avait que les Moto 2. Après, c'est une piste où historiquement, enfin, tous les pilotes connaissent comme leur poche et ils s'entraînent beaucoup. Je pense que c'est. Alors, je parle sous ton contrôle, Léo, mais je pense qu'ils s'entraînent beaucoup là. Ils habitent potentiellement tous pas très loin, donc c'est une des pistes où les Italiens ils vont tous à Misano et les Espagnols ils vont souvent à Barcelone, quoi. Bah, c'est ça avec pareil Valence et Aragon. Mais sinon, Barcelone, pour rouler sur le circuit en lui-même, c'est le plus simple. Donc David Alonso vraiment au-dessus du lot, on est d'accord tous les trois là-dessus, je vais pas vous paraphraser. Notre ami Daniel Olgado, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui. Vous l'avez dit tous les deux, vous avez abordé le sujet, il va un peu exploser en fin de course et malheureusement va rater le podium pour terminer tac à la 6ème place derrière Colin Veger et David Munoz. Est-ce que on n'a pas un peu peur du côté de chez Tech 3 de revivre la même saison de l'année dernière, c'est-à-dire qu'un départ très solide de Daniel Olgado qui se montre comme un contender pour le titre et arriver à un premier tiers voire une première moitié de saison, tout de suite ça plonge et il n'arrive plus à retrouver le rythme. Léo? Il y a le risque. Maintenant il fait une meilleure course que l'année dernière, c'est en Catalogne où il avait pas perdu le championnat mais là où il avait décroché il s'était jamais vraiment remis dedans. Cette saison il arrive quand même à marquer 6 points, il a montré qu'il était rapide, en qualification il était pas mauvais, donc c'est mieux, il y a un petit step en avant. Maintenant je ne saurais pas dire si lors de la tournée Outre-mer il sera bon ou aussi lent que l'année passée, mais c'est un peu plus rassurant que l'année dernière, oui. À lui après de montrer qu'il a travaillé ce qu'il fallait cet hiver pour corriger ça, c'est quelque chose qui est possible, donc à voir. Moi je suis pas vraiment inquiet. On sait que c'est pas sa force, la régularité, la vitesse comme ça, à mettre des coups de massue à tout le monde. On sait que par contre sa force c'est ce qu'il a fait ce week-end, il est pas très bien mais il met des points quand même. Donc ça c'est l'inverse de ce qu'était jusqu'à maintenant David Alonso où c'était la win ou rien.
Aujourd'hui, David Alonso, c'est la win ou la win, apparemment. Donc, à voir s'il peut quand même se battre comme ça, Daniel Olgado, à attendre les erreurs de David Alonso. C'est un pari qui est risqué, mais je crois que c'est sa seule arme, malheureusement. Maxime, ton avis sur Daniel Olgado et sa dynamique? Bah, je dirais pas tout de suite la sonnette d'alarme, on a fait qu'un quart de la saison. Donc bon, c'est quand même un pilote qui est là depuis un moment maintenant, qui, je pense, peut avoir les armes pour se battre. En tout cas, je pense qu'il a l'expérience. Vraiment dommage, j'ai l'impression qu'il perd vraiment ses pneus à la fin de course, il a vraiment plus de rythme. Enfin, il se fait même ramarrer par le deuxième groupe, il se fait doubler par tout le monde. Et il finit même dans une espèce de troisième groupe, si je dis pas de bêtises, où il est un peu tout seul dans un no man's land. J'ai l'impression un peu quand même qu'il lui manque ce petit truc par rapport à Alonso. Je saurais pas comment te le dire, mais c'est un peu le feeling que j'ai sur les premières courses. J'ai l'impression qu'il lui manque vraiment ce truc en plus, tu vois, qui fait qu'Alonso est devant et pas lui. Mais bon, il se met pas par terre, il perd les pneus, mais il reste là, il score des points, comme tu disais. Donc à voir comment ça évolue et s'il arrive à remettre la barre un peu plus haute sur les prochaines courses. Vas-y Léo. Tu disais qu'il manquait un petit truc en plus par rapport à Alonso. Je pense qu'Alonso il a quand même un step par rapport à tout le monde. En revanche, là où je te rejoins, c'est que j'ai même l'impression qu'il a un petit truc en moins qu'un Rueda nous a montré lorsqu'il était apte, ou qu'un Ortela lorsqu'il est dans un bon jour. J'ai l'impression, comme tu disais très bien, qu'il est constant, mais qu'il base sa stratégie sur les erreurs des autres. Ce qui peut payer au final à la fin du championnat. Mais Alonso est tellement fort que ça risque d'être compliqué. Rueda, si il commence à se réveiller, ça va l'être aussi. Si Ortola, s'il continue sur sa dynamique, parce que les 3 derniers Grands Prix, c'est 3ème, 5ème, 2ème, bah, il va se faire doubler par ces deux-là, peut-être même Veyrer, on sait jamais. Donc, ouais, va falloir autrement que être régulier, il va falloir passer un step pour aller gagner. Ouais, clairement. Vous avez parlé de Rueda, et notamment de sa fin de course. Moi, je vous le dis, c'était mon call. Je le call un peu tous les week-ends parce que je me dis il va finir par se réveiller quand même, parce que c'est un mec qui a la vitesse. Et sur la fin de course, j'ai cru qu'il allait pouvoir aller chercher Ortola, peut-être pas Alonso, parce qu'Alonso c'était compliqué, mais je le voyais aller chercher Ortola avec sa vitesse. Malheureusement, c'était un peu court, comme tu as dit Maxime, il s'est réveillé un peu tard. Moi, je me suis noté, est-ce qu'il s'est enfin mis en route parce qu'il a eu des problèmes de santé depuis le début de la saison, notamment il a dû se faire opérer de l'appendicite un samedi soir à Austin après s'être qualifié en première ligne. Est-ce que enfin il a lancé sa saison, Maxime? Compliqué à dire. Pour moi, c'est compliqué de me projeter. Il a juste fait. Enfin, on peut pas se baser juste sur cette course-là, quoi. Ça peut très vite être les roller coasters, quoi. Donc, j'espère parce que ça pourrait être un très beau duel. De ce qu'il a montré là ce week-end, je pense qu'il peut être à la hauteur. Et après, moi, on attend que ça, hein, parce qu'Alonso, au final, t'as l'impression qu'il a ce petit truc en plus que les autres. Ça lui permet de, tu vois, il s'est permis de gérer la course pendant peut-être 10 tours ou 15 tours, et après d'attaquer, d'éclater le groupe et de pas se faire redoubler. Alors que s'il y avait peut-être Rueda dans ses basques et qu'il poussait à faire l'erreur, on aurait peut-être pas eu la même course. Donc moi j'ai hâte et je pense que ça peut peut-être pousser Alonso aussi un peu plus loin dans ses retranchements. Yes, alors moi j'attends que ça, un duel Rueda-Alonso, ils ont l'air tous les deux d'être un peu des faux follets et j'ai très envie de voir ça. Léo, qu'est-ce que tu penses de Rueda? Est-ce que tu as été un peu rassuré par son week-end? Bah, son week-end me rassure. J'avais déjà été rassuré au Portugal après l'abandon au Qatar. Maintenant, ouais, il y a eu des soucis de santé. En France, ça reste compliqué. Mais là, ce week-end, c'est très rapide. Moi, franchement, ça m'a impressionné qu'il aille aussi vite à la fin avec un soft qui était certainement beaucoup plus usé que les médiums des autres. Comme l'a dit Maxime, peut-être un poil trop tard. Après, maintenant, c'est un espagnol. Et c'est un circuit espagnol, comme on dit, il roule beaucoup. À voir si derrière, c'est dans la continuité sur des circuits européens, outre-mer. Donc, à voir. Tu vois, quand il va en France, un circuit où il a roulé qu'une seule fois l'année dernière, bah, il fait 8ème sans trop se montrer. Après, la vitesse, ça c'est indéniable. Hein. Il l'a. Au niveau d'Alonso, peut-être un petit peu en dessous, ça je sais pas, je suis personne pour juger, mais ça peut donner un beau championnat si jamais il trouve ce petit truc pour jouer tout le temps devant. En tout cas en qualification, il est tout le temps sur la première ligne. Hein. J'espère qu'il a vraiment compris, parce que il a l'air de pouvoir être rapide en qualif et sur un tour. Et j'espère que ce week-end, ça a peut-être été... Après, la piste, c'est particulier aussi, parce que... est-ce qu'ils sont pas allés en reculant pendant les premiers tours? J'ai pas vu les temps. Je
pas regardé. Mais en sachant que c'était vraiment très glissant et qu'ils pouvaient vraiment abîmer leurs pneus et que du coup à la fin ils ont vu qu'il en restait et ils ont mis gaz, tu vois. Mais bon, ils avaient quand même fait 17 tours avant, tu vois, donc c'est pas non plus rien. Mais j'espère vraiment que ça lui a fait débloquer ce petit truc là, peut-être avoir compris quelque chose dans les pneus ce week-end et s'être dit ça marche comme ça, on peut peut-être régler la moto comme ça. Il y a souvent des week-ends qui font des clics comme ça et qu'après tu peux reproduire. La typologie de la piste, ou en tout cas le grip qu'elle avait ce week-end, peut-être que ça permettra pas de reproduire sur les autres, mais j'espère en tout cas. Yes. Pour finir, un petit mot sur les rookies. Deux gars qui ont été pas mal, mais deux gars qu'on n'attendait pas forcément. C'est Luca Lunetta et Joel Roulstone, c'est ça ? Jacob Roulstone, oh là là, mais trop compliqué. On l'appellera Joël du coup maintenant. Voilà, c'est ça. Maintenant tu t'appelles Joël, je viens de décider. Qui vont terminer 7ème et 8ème, qui vont être dans le bon groupe assez longtemps, qui vont se battre et tout, ça va être hyper intéressant. Est-ce que Léo, c'est deux gars qu'on peut espérer se voir se battre aux avant-postes le reste de la saison, monter un petit peu en puissance comme ça ? Moi j'ai été impressionné parce que c'est pas forcément les personnes sur qui j'aurais misé au début. Ouais. J'allais dire, en rookie, on attendait plutôt Piqueras, qu'on a déjà vu cette année. Il y a rien à dire, voilà. Sa course, elle est un peu en dessous, mais en tout cas, il rate pas son début de saison. Mais surtout, Zurutuzza qui est de nulle part. Bah moi, j'attendais surtout Piqueras, logiquement, mais également Esteban et Zurutuzza. Même si c'est vrai qu'il a du mal, je sais pas, il y arrive pas du tout. Alors certes, il est arrivé après tout le monde. J'attendais aussi Almanza, qui est décevant. Même Danilo le disait, il chute beaucoup trop, faut qu'il fasse un truc, sinon il est même pas sûr qu'il finisse la saison au final. Il va se blesser surtout. Bah, il se blesse tous les week-ends, hein, dans tous les cas, le mec, faut qu'il fasse quelque chose. Mais très très bon week-end de Jacob Roulstone, australien, si je dis pas de bêtises. Luca Lunetta, je m'attendais à rien, pour être franc, hein. Mais il a été devant. Il a failli mener, il a peut-être un peu trop tapé dans ses pneus, mais au final à la fin il finit 7ème en se battant avec Olgado. Donc moi je serais content, hein, en tout cas qu'il se débloque ce petit truc, comme on dit pour les autres, mais plus on est, mieux c'est et plus ça sera spectaculaire, et encore plus l'année prochaine. Donc ouais, partisan de voir ça. Un petit mot rapide, Maxime, sur ces rookies, ou pas forcément, t'es pas obligé? Non, Lunetta agréablement surpris. Il mène son équipe en tant que rookie, c'est pas mal. Après, Roulstone, c'est bien. Moi, je pense que c'est très positif qu'il soit à côté d'Olgado. J'espère qu'il s'en servira pour progresser tout le long de l'année, parce que je pense qu'à côté de toi, t'as vraiment une vraie référence, et qu'il s'en serve pour être là l'année prochaine, quoi. Yes, carrément. Un petit point classement. Donc, David Alonso a repris la tête du championnat à Daniel Olgado avec 118 points contre 104, donc 14 d'avance. Et derrière, c'est très très loin. Colin Veger a déjà 43 points de retard. Donc, va vite falloir se réveiller pour l'ami hollandais qui fait pas une mauvaise saison, mais qui est déjà quasiment décroché. Alors, la saison est longue encore, mais il faut pas en laisser beaucoup plus en marche, sinon ça va être compliqué de revenir. Messieurs, on a essayé assez complet, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la course Moto 2. C'est parti. La course Moto 2, donc sur ce circuit de Barcelone, avec une pole de notre ami Sergent Garcia. Je sais pas pourquoi c'est tous mes amis les pilotes les pilotes aujourd'hui. Tu l'appelais Sergent là ? Oui, je l'ai appelé Sergent, c'était tout à fait volontaire. Le départ se passe moins bien que celui de Moto 3, avec une chute de Guevara et Chantra provoquée par Joe Roberts. Je vous propose qu'on s'arrête tout de suite, il n'y aura pas d'action de la direction de course qui ne va pas prendre de sanctions à l'encontre de l'un des trois. Maxime, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Joe Roberts a l'air très fautif, alors qu'il tombe même pas dans l'histoire. Bien joué de sa part. Franchement, Alonso Lopez, il approuve là. Vraiment. Ah ouais, ouais, il part de loin et il jette tout dans le premier virage. Il essaie de passer entre deux gars, ça passe pas, il met tout le monde dehors. Bon, ma foi. C'est dommage pour Guevara qui faisait une bonne qualif. Il a vraiment pas le droit, le pauvre. Ah, c'est terrible, c'est un running gag. Mais ouais, mais qu'est-ce que tu veux. Ouais, après, est-ce qu'on pourrait faire un épisode entier sur la direction de course. J'ai pas vraiment envie de m'étaler dessus, je suis pas très fan de cette idée-là. Je t'en prie. Donc,
qu'est-ce que tu veux que je te dise, il s'en sort bien, tant mieux pour lui. Même question, Léo. Oh, il s'en sort très bien. Pour moi, à partir du moment où tu sacrifies la course de 2 pilotes, parce qu'il s'est complètement foiré, mais en se loupant, il va se mettre contre Guevara qui permet à Roberts de pas chuter, mais que derrière ça entraîne la chute de Guevara et c'est Chiantra. T'élimines 2 pilotes quand même, dont Guevara qui potentiellement pouvait avoir une place de plus que lui ce week-end. Alors oui, c'est bizarre à dire, mais il était quand même rapide. Il s'en sort très bien de pas à minima avoir un long lap, je trouve. C'est vraiment un move MotoGP 24, genre. C'est vraiment quand tu joues au jeu sur ta play et que t'arrives, tu te cales sur les gens. Enfin, même moi, je le sens pas. Hein. c'est honteux, hein. Mais non. Ouais, après, je pense qu'il était pas à l'aise ce week-end et il y a tout qui joue pour lui. Hein. Il joue le championnat, il essaye et il joue une place surtout en GP, quoi. Exactement, l'ami de Joe Roberts qui essaye de se montrer, mais c'est pas de cette manière. Personne ne lui a expliqué, mais c'est pas en faisant tomber les autres qu'il faut se montrer. Par la suite, nos amis. Pourquoi je dis nos amis enfin, Kevin Sergio Garcia et Fermin Aldeguer vont s'échapper, eux. Ils vont essayer de creuser l'écart sur leurs collègues. Petite bagarre intéressante avec 2-3 dépassements que j'ai trouvé plutôt cool entre les deux. Aldeguer va prendre un petit ascendant avec une petite seconde d'avance, donc il va juste se mettre à l'abri d'une attaque de Sergio Garcia, sauf qu'il va mordre un petit peu trop dans le verre. Il va prendre un long lap qui se décide de faire tout de suite, donc c'est à dire qu'il prend le long lap au virage 10, le tour suivant il essaye tout de suite de le faire, sauf qu'il rentre beaucoup trop vite et il va perdre l'avant dans le long lap et chuter dans le bac à gravier. Sa course va s'arrêter là, vous inquiétez pas messieurs, on va revenir sur Fermin Aldeguer. Derrière il y a un boulevard du coup pour Sergio Garcia, c'est ce qu'on se dit, sauf que son coéquipier ne l'entend pas de cette oreille et Ogura entame une remontée de folie dont quasiment lui seul a le secret dans cette catégorie. À coup de grands travers des familles, il va remonter sur son coéquipier, le doubler et ne lui laisser aucune chance, va lui mettre un éclat tout de suite pour s'envoler vers la victoire. Devant donc Sergio Garcia et Jack Dixon qui va réussir à remonter. On notera les chutes de Vietti qui avait pourtant réussi une bonne qualif et de Canet qui est étonné. C'est bien ce que je pensais, merci beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite, qu'on parle tout de suite du vainqueur du jour. Moi, c'est mon pilote préféré du championnat, l'ami Ai Ogura. Un style fou, avec des grosses glissades et tout que j'adore. Un pilote japonais, vous savez mon amour pour les pilotes japonais, il n'y en a pas beaucoup. Takahaki Nakagami ne compte pas. Et potentiellement, il essaye de se montrer pour pouvoir prendre le guidon de Nakagami en MotoGP l'année prochaine. Ça fait 2 courses de suite qui fait des super remontées. Moi, je suis très content de le voir là où il est. Maxime, est-ce que, d'après toi, Ai Ogura, ça y est, l'Ai Ogura de 2022 est de retour et il va pouvoir jouer le championnat? Ouais, ça c'est un peu comme. Moi, j'aime bien poser des questions à la con comme ça. Non, mais ça fait partie, c'est normal. Je t'en veux pas. C'est un peu comme Ruda, quoi. C'est-à-dire qu'il peut être capable du meilleur comme du pire. Ah oui. C'est un japonais. Mais par contre, son début de saison, rien à dire. Il vient de passer, je sais pas moi, 3 ou 4 ans sur une Calex. Peut-être j'abuse, si je pense que c'est ça. Et il s'adapte plutôt très vite et très bien à cette Bosco-Scuro, bon, qui a l'air de quand même très bien marcher. Hein. Ouais. Mais c'est pareil, lui, compréhension des pneus impeccable, parce qu'au final ils sont partis tous les 4 au début de la course devant, il y a un moment où les 4 Bosco-Scuro ont mené, et au final les 2 usines ont l'air d'avoir moins bien compris en tout cas comment ça fonctionnait ce week-end, parce que Aldeguer la perd dans le long lap, mais Alonso Lopez disparaît complètement à un moment donné de la course aussi. Donc non, mais pour revenir sur Ogura, ouais, début de saison très solide, temps d'adaptation un peu au départ, mais au final il est de plus en plus régulier. Ce week-end il finit enfin par jouer la win et avoir le rythme. Puis en plus peut-être que voilà, la piste était glissante et qu'il s'est retrouvé le plus à l'aise de tous au final dans cette condition là aussi, parce qu'on sait qu'il est très fort quand ça glisse de l'arrière, et que c'est même son style de pilotage. Donc non, ça part crescendo et on peut s'attendre à ce que ce soit peut-être un contender aussi. Yes. Léo, un petit mot sur Ai Ogura. Très fort, belle remontée, constant. En revanche, là j'étais en train de regarder les chronos. Moi je trouve quand même la course catastrophique dans la gestion des pneus. Presque limite ça ferait peur de se dire que là-dedans t'as les futurs pilotes MotoGP.
Là, en comparaison, l'avant-dernier tour, là où Rueda il tape son 46-4, bah eux ils sont en 46-1, c'est-à-dire que t'as 3 dixièmes d'écart entre le premier de la moto 2 et le mec qui finit 3ème de la moto 3. C'est-à-dire qu'un Rueda potentiellement il finit la course dans le peloton en moto 2. J'abuse en disant ça, tu vois, mais le rythme en fin de course est catastrophique. Les mecs, je sais pas comment ils ont fait, ils ont peut-être tapé comme des abrutis dans leurs pneus, mais ça faisait peur, quoi. T'as Lopez, il arrive pas à réaccélérer. Ouais. La course c'est pas en même temps, la piste est peut-être pas la même tempée, les pneus Moto 2 c'est pas les pneus Moto 3. Non mais alors, on sait qu'il n'y a pas d'éléments de comparaison. Enfin voilà, c'est juste le clin d'œil est super intéressant, je trouve. Ouais, de ouf. Mais par contre, on a vu depuis le début de la saison que en Moto 2, la difficulté à l'usure des nouveaux pneus Pirelli a été bien plus grande que pour les Moto 3, ce qui est normal. Il y a beaucoup moins de chevaux sur les Moto 3. Mais je me rappelle de la course du Qatar. Alors c'était la première course où c'était catastrophique en fin de course. Plus personne n'avait du pneu, c'était horrible. Donc ouais, j'imagine que c'est plus compliqué pour eux. Mais par contre, ça, le coup du chrono en moto de Rueda par rapport à celui d'Ogura, je trouve ça incroyable. Moi je trouve ça ouf. Enfin, après, Ogura t'es le meilleur entre guillemets parce que Aldeguer, bon, on en reviendra, mais il a pas été super intelligent. Garcia au final, quand il se fait passer, quand il voit qu'il est plus lent, il le conserve. Mais Lopez, je crois que c'est à 6 ou 7 tours de la fin, il peut pas accélérer le mec. Genre, t'as l'impression qu'il est sur la jante tellement la moto elle veut pas repartir. Et tous en général, Alcoba a un bon rythme à la fin, mais c'était cata. Même Adjus, je crois qu'il finit pas trop mal, mais sinon, ils ont plus de rythme. C'était au ralenti à la fin. Et presque, comme je l'ai dit, ça me ferait peur de me dire que des mecs arrivent pas à gérer les pneus comme ça et c'est les futurs qui montent en MotoGP. Après, je suis dans l'excès peut-être, mais non mais ça s'entend. Après, c'est un truc qui se bosse. Tu vois, Pedro Acosta, la première course, il est catastrophique à ce niveau-là en MotoGP et depuis c'est un peu mieux. Donc je pense que c'est un truc qui se bosse et surtout ouais, au niveau Moto 2, depuis le début de la saison, ça a l'air très compliqué la gestion des pneus. Donc mais c'est un point hyper intéressant à noter, t'as bien fait de le dire. Je te pose la question, Léo. Est-ce que Sergio Garcia, c'est l'alpha du championnat maintenant? C'est plus Servin Aldeguer, c'est Sergio Garcia l'homme à battre? Bah, pour moi, oui. Alors, c'est peut-être culture de l'instant, mais au final, c'est lui qui claque la pole. Au début, c'est le seul qui suit le rythme d'Aldeguer. Il finit deuxième et intelligemment, parce qu'il n'essaye pas d'aller se battre avec son coéquipier qui a mieux géré les pneus sans pour autant se prendre une seconde au tour, quoi. Il maintenait, je crois, la seconde 5. Donc ouais, c'est pour moi l'homme à faire tomber à ce jour. Tu dis culture de l'instant, mais alors peut-être pourquoi pas, mais sur 6 courses, c'est 2 victoires, 4 podiums et au pire une 6ème place. Donc, non, je dis culture de l'instant par rapport à Aldeguer l'année dernière qui faisait une saison de ouf, mais après on sait qu'il est bon et rapide. Après, je pense qu'il y a quand même après, je te poserai la question, Maxime, mais je pense qu'il y a une variable aussi, c'est que, à mon avis, les ingénieurs de chez Bosco-Scuro ont trouvé quelque chose par rapport justement aux pneus. Parce que je trouve ça invraisemblable qu'il n'y ait aucune Calex qui fonctionne presque depuis le début de l'année. Que ce soit les Ajo, les marques VTS, les Ponce. Enfin, c'est plus des Ponce, mais voilà. Enfin, c'est hyper compliqué, à part Canet qui s'est montré, qui a gagné une course. Mais autrement, c'est vraiment très compliqué pour toutes les Calex, alors que les Bosco-Scuro volent, littéralement. Et donc, on sait la force de frappe qu'a Calex en Moto 2 depuis le temps, qui sont là, et le nombre de motos qu'ils ont. J'arrive pas à me dire que cette hégémonie Bosco-Scuro va durer toute la saison. Et je pense que potentiellement, alors c'est des plans sur la comète, mais potentiellement à un moment donné, quelqu'un va trouver une solution chez Calex et va faire avancer la moto, et ça va être beaucoup plus compliqué pour les 4 Bosco-Scuro, donc les 2 MT Helmet Celesi et les 2 Espagnols. Vas-y Léo. Je suis pas forcément sûr avec ce que t'avances, parce qu'en Moto 2 Europe, il y a pas mal de Bosco-Scuro, donc ils travaillent énormément dans ce championnat-là, ce qui leur a permis d'ailleurs d'amener une moto potable cette saison. Ils ont récupéré un gros team avec le MT Helmet Messi. Je pense que d'autres équipes sur la grille sont en train de se poser la question s'ils passent. Et je crois que c'est Danilo qui avait une bonne réflexion, qui disait que au final, ils ont moins de motos
à équiper, donc ils peuvent se permettre de mettre de pièces de bonne qualité. Je sais qu'ils utilisent du carbone pour je sais pas quelle pièce. Derrière KTM, ils ont. Je crois, et peut-être le châssis. Je suis pas sûr du châssis, mais au moins le bras aussi. Il me semble qu'ils ont essayé sur le châssis, ouais, donc c'est possible. Mais tu vois, typiquement, KTM, là, ils ont peut-être activé la sonnette d'alarme parce qu'ils ont développé, il y a pas longtemps, des nouvelles suspensions. Ils ont équipé que quelques Kalex pour le moment. Mais c'est qu'ils ont envie de revenir. Mais en revanche, derrière Bosco se travaille intelligemment et ils se permettent de mettre des pièces très chères parce qu'ils ont que 4 motos sur la grille, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça surtout qui va être le nerf de la guerre et je pense qu'ils vont peut-être pouvoir snowball là-dessus en fait. Ils ont 4 gros pilotes. Peut-être on peut peut-être les placer dans les 4 meilleurs de la grille, hein, même si ils étaient tous sur des Kalex. Et ils ont que 4 motos, donc c'est plus facile d'envoyer des Evo sur 4 motos. Kalex, je sais pas comment ils peuvent répartir les pièces s'ils font des Evo, si en plus ils doivent faire le SAV sur les autres motos aussi, je sais pas comment ça leur prend du temps, etc. Enfin, ça va être monstrueux quoi d'avoir, ou alors après peut-être qu'ils sont plus gros, je sais pas exactement. Mais je pense vraiment que Bosco peut vraiment snowball là-dessus et je pense que le package qu'ils ont permet vraiment de mieux utiliser les pneus en course. Sur un tour, je sais pas. Mais en course, en tout cas, le gap est phénoménal. Canet a pris quelques poles cette année. Je pense que la Kalex peut-être si c'est sur le prime du pneu, tout en haut. Mais j'ai l'impression que sur une longueur de course, ça va être compliqué, quoi. Il me semble que WP fournissent les suspensions du coup de toutes les motos qui sont Red Bull, KTM, CF Moto, etc. Enfin, tout ce qui est dans le groupe KTM là. Mais je suis pas sûr que ça arrive à faire la différence, quoi. Je sais pas si ça vient pas plutôt du châssis, du bras oscillant et de tout ce qui va avec, quoi. Je crois que c'est Danilo aussi qui disait que la Bosco Scuro se conduit un peu plus comme une Moto 3 en fait. La conduite adoptée pour le comportement de la moto et du pilote dessus est complètement différent qu'une Kalex. Ils ont pas du tout les mêmes réglages de fourche devant, etc. Les hauteurs, enfin faudrait vraiment y connaître pour pouvoir expliquer. Je voudrais pas faire de la bouillie. Trop intéressant, j'aimerais trop savoir ça. C'est trop intéressant. Mais je pense vraiment qu'ils ont un temps de retard et que le Pirelli, en fait, en plus de la diff qu'ils ont fait avec le carbone ajouté, etc., sur leur châssis, leurs bras, etc., a vraiment fait une diff supplémentaire. Hâte de voir comment Kalex peut réagir. Hein. Ils ont une grosse force de frappe. C'est pas pour rien que Honda les a appelés pour développer quelques pièces. Donc, mais je pense que ça peut être plus long que ce qu'on pense. À voir du coup, mais hyper intéressant je trouve cette espèce de changement de bras de fer entre les deux. Je trouve ça trop cool de voir Bosco Scuro aussi fort. Ouais, puis vraiment toutes les cartes sont rabattues d'un coup en fait. Ils ont vraiment ils ont récupéré un gros team, des gros pilotes, Pirelli plus leurs Evo, tout s'est bien aligné pour eux, quoi. Vas-y Léo. Puis même là je rejoins Maxime, hein, si avec les pneus Pirelli on a vu qu'il y a eu du problème pour la dégradation des pneus. Je pense qu'avoir 4 motos, ça aide pour apporter des évolutions sur seulement 4 motos entre guillemets. Kalex, ils peuvent pas les apporter à tout le monde, donc il va falloir faire des choix. Logiquement, je pense qu'ils vont se tourner vers le Team Mayo, mais le Team Mayo cette année c'est compliqué. Je sais pas si tu confies le développement à Vietti et Anjou. Un doux euphémisme compliqué quand même. Catastrophique le Team Mayo. Donc, je me permets juste, j'ai une vraie question. Vous êtes Kalex, à qui t'envoies les Evo? Canette. Bah tu sais qu'aujourd'hui moi je l'envoie au team américain. Et ça casse les couilles. Ouais voilà, pardon, à Joe Roberts. Joe Roberts c'est Ramirez. Joe Roberts c'est le team américain. Ramirez, ça roule bien. Ouais. Ou Gresini. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. Messieurs, dernière question Moto 2 assez rapidement. Est-ce qu'on est vraiment étonné de la performance depuis le début de saison de Fermin Aldeguer qui est en dents de scie, qui peut être très rapide ou très dans le bac à gravier? Est-ce que c'est étonnant de ce genre de performance? Pour moi, c'est exactement le type de pilote qui fait ce genre de choses, qui va très très vite, mais qui manque énormément de régularité, qui part dans tous les sens et qui peut faire des erreurs. Alors, comme il a fait ce week-end, un peu de débutant, c'est un grand mot, mais c'est des erreurs qu'on voit quasiment jamais des chutes dans le long lap. Maxime. Ouais, d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je pense que l'alpha de la catégorie, c'est toujours lui. C'est lui qui est en MotoGP l'année prochaine et c'est lui qui a son contrat, c'est lui le favori de la catégorie et
Et pour moi, il a pas trop le droit de faire ça. Hein. Après, il a que 19 La pression ans. doit être ouais, c'est ça, il a que 19 ans, la pression doit être hyper dure du coup, parce que plus le temps passe, plus tu dois avoir cette espèce de. Enfin, je sais pas, mais c'est ce syndrome de l'imposteur, je me mets à sa place, où tu te dis genre, faut absolument que je prouve à tout le monde que j'ai ma place, tu vois, et il veut s'auto-prouver que c'est lui le meilleur, etc. Mais il a pas l'excuse du matériel, tout le monde performe sur la moto, et c'est lui qui est censé avoir le plus de talent, quoi, donc pour moi, ça doit être le plus fort, et largement. Il a su le prouver cette année, mais il faut qu'il arrive à tout recentrer, quoi, à tout remettre à plat, peut-être s'enlever un peu de pression, ça va être compliqué, hein. Parce que plus l'année va passer, plus ça va être là. Mais pour moi, il a vraiment pas le droit de faire des résultats comme ça au final cette année. Léo, je t'écoute sur Aldegard. Il est très loin d'avoir perdu le championnat. J'irais même jusqu'à dire qu'il fait un début de championnat comme l'année dernière, en mieux, parce que l'année dernière il a pas gagné sur la première partie de saison. Au final, on a vu sa domination, je crois, vers la mi-championnat, où même Acosta, qui était proche d'être titré, n'arrivait pas à l'accrocher. En revanche, il va pas falloir tarder et il va falloir commencer à scorer, parce que si un Garcia est constant, comme on disait par exemple pour un Holgado tout à l'heure, bah ça peut être compliqué pour Aldegard. Maintenant, je me fais pas de soucis, mais il faut passer la deuxième, prouver que c'est lui qui a signé un contrat Ducati, qui est un futur pilote MotoGP. Après, il est jeune, peut-être que le mental reste à travailler encore une fois, mais ouais, il va falloir se réveiller. Je lui fais confiance, je pense que ça peut remonter. En plus, il est équipé d'une bonne machine, il doit être bien accompagné. Il sait qu'il a fait une erreur, maintenant faut tourner la page, quoi. Au championnat, Sergio Garcia est en tête avec 109 points, 19 d'avance sur Joe Roberts et 21 sur Ayogura. Aldegard, lui, est 4ème avec déjà 46 points de retard. Donc non, c'est pas mort, mais il va falloir se réveiller rapidement quand même. Il peut pas se permettre, comme tu as dit Maxime, d'enchaîner les week-ends comme il vient de faire là. Surtout que le week-end d'avant, au moins, c'est pas fameux non plus, quoi. Mais si on a été très très long sur les catégories inférieures, donc je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le plat de résistance. C'est parti pour le MotoGP. MotoGP, donc sur ce circuit de Barcelone avec la pole d'Aleix Espargaro, pas vraiment étonnant parce que je sais pas si vous saviez, mais il habite proche du circuit, il est né pas très loin. Ah ouais. Bagnaia P2, Raúl Fernandez P3, incroyable, on va reparler de Raúl Fernandez. Jorge Martin 7ème après sa chute en Q2, Marc Marquez 14ème, Fabio Quartararo 17ème et Johan Zarco 18ème. Course sprint, alors je vais vous faire tout le déroulé du week-end et après on reviendra en détail sur ce qui s'est passé. Donc course sprint, une course très très animée avec notamment Pedro Acosta et Raúl Fernandez qui vont être très saignants. Dès le début, Raúl Fernandez va prendre la tête et s'envoler sur un rythme monumental et va arriver tout ce que tout le monde a vu venir. Notamment Maxime, je dois le dire, qui 3 minutes avant m'a envoyé un message en me disant « Il va par terre ». C'est exactement ce qui s'est passé. Donc chute de Raúl Fernandez alors qu'il mène. Derrière, Brad Binder s'énerve. Il a tordu du carbone tout le week-end. Et là, Maxime me dit quoi ? Il va tomber. Qu'est-ce qui se passe 2 minutes après ? Chute de Brad Binder, vraiment incroyable. Qui est donc à cause de lui, ils ont dû ouvrir une nouvelle mine de carbone. Je sais pas où est-ce que ça existe les mines de carbone, mais en tout cas, c'est une catastrophe. Il n'a fait que tordre des motos. J'ai plein de choses à dire sur cette personne. Derrière, Aleix va remonter, passer Pedro Acosta et on va avoir une belle bagarre. C'est Francesco Bagnaia qui mène la course. Il prend l'impression d'Aleix Espargaro. Ça se passe bien jusqu'au dernier tour. Et là, cette fois-ci, Maxime ne l'a pas annoncé. Mais ça va quand même arriver. Chute dans le virage 5 de Francesco Bagnaia qui va offrir sur un plateau la victoire en course sprint à Aleix Espargaro devant Pedro Acosta et Marc Marquez. Jorge Martin va terminer P4. Très rapidement sur la sprint, messieurs. Léo, est-ce que tu étais choqué par le rythme de Raúl Fernandez ? Moi, perso, je veux dire, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit capable de prendre la tête, saignant, mettre des coups de carénage comme il a fait, doubler tout le monde et s'envoler comme ça, quoi. C'était incroyable. Bah, ça fait depuis le début de la saison que je milite à dire que si Trackhouse doit en garder un, c'est certainement Fernandez et pas Oliveira. Ce week-end va en ma faveur, hein, j'ai envie de dire. Très belle qualification, P3, honnête. C'est la deuxième meilleure Aprilia alors que c'est le seul qui a pas la 2024. En course, il était monstrueux.
Après, ouais, il a quand même bien tapé, je pense, dans le pneu parce qu'il roulait bien plus vite que les autres. J'ai envie de dire que c'est triste sa chute, alors que je déteste le personnage. Maintenant, si ça peut l'aider à redevenir le Raúl Fernandez qu'il était en Moto 2, je signe tous les jours. Ouais, je pense qu'on signe tous. Je suis totalement d'accord avec ton analyse, j'aime pas du tout le personnage non plus. Qui on est pour dire ça? Personne, mais on s'en bat les reins, on le dit quand même. En tout cas, l'image qui renvoie, un peu comme un Aleix Espargaro, assez différent, mais un peu pareil, j'aime pas du tout l'image qui renvoie, mais en tout cas, c'est un mec hyper talentueux. Ce qu'il a fait en fin de saison, sur sa fin de saison Moto 3 et sur son année Moto 2, c'est monumental. Donc s'il pouvait retrouver ce niveau, on signe dès demain. Aleix Espargaro a déclaré quand il les a vus partir, ceux qui sont tombés, en disant je vais rester ce que je suis en train de faire, et je pense que ça devrait bien se passer pour moi, parce que effectivement il avait raison, c'était intenable le rythme qu'ils avaient. Maxime, j'ai envie de t'entendre sur ton pilote préféré, Brad Binder. Frérot, Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je tiens à ce que tu déposes à la SACEM le surnom que tu lui as trouvé ce week-end en privé. J'ai dit quoi? J'ai dit le briseur de cadre. T'as dit Brad Briseur. Le Brad Briseur. Frère, je suis vraiment pas drôle, sa mère. Non, je suis un hater, hein, mais toutes les semaines, quand je viendrai ici, je dirais que c'est un pilote mid, comme Jack Miller, et qu'ils ont rien à faire dans l'écurie Factory. Ces mecs-là, tous les week-ends, ils les jettent à la poubelle, c'est incroyable, je sais pas quoi dire. Et un minot de 20 ans fait mieux qu'eux, ça fait 4 ans qu'il est sur la moto, ça fait 4 ans qu'il est dans l'équipe, ça fait 4 ans qu'il fait les mêmes week-ends. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il a l'immunité, mais hâte qu'il soit comparé à Acosta l'année prochaine, s'il est encore dans le team l'année prochaine. Je pense que ce sera compliqué de le bouger. Il est signé jusqu'en 2026, donc franchement j'y crois pas trop. J'y crois pas trop non plus, mais laisse-lui faire 2-3 week-ends comme ça, il a pas l'air d'apprendre grand-chose. Les week-ends, mais vraiment les week-ends continus, elles se ressemblent. Je suis dur, mais il est vraiment capable du meilleur comme du pire, et c'est plus souvent le pire que le meilleur, quoi. Donc, bon, après, le monde est en train d'ouvrir les yeux, ça me rassure. Mais non, c'est pour être un peu plus tranquille, c'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué, il a du mal à trouver de la constance. C'est ça qu'on peut lui reprocher en fait. C'est qu'il est incapable d'être constant et qu'il se calme en course longue, on en reparlera peut-être après ou peut-être pas, parce qu'il va s'en mettre une aussi. Attends, le mec, c'est en quoi? C'est en FP2. Il part, il tombe, il repart le tour d'après, dans le même virage, il retombe. C'est compliqué. C'est compliqué, et en plus, il pousse un peu tout le monde aussi. Enfin, on l'a vu à Jerez, etc. Il met des coups de carénage et il commence à agacer les autres, quoi. Après, pour sa défense, de ce qui en ressort, et après, c'est peut-être. Voilà. Mais le cadre carbone a l'air d'être quand même très peu prévisible. Ils ont un peu de mal à avoir du feeling là-dessus, et quand ils le perdent, apparemment, c'est sans trop prévenir. Ils ont un peu moins de retour de feeling. Ouais, mais enfin, il a perdu aussi. Mais ils ont l'air d'avoir un peu moins de feeling ou un peu moins de sensibilité avec cette option-là. À suivre donc sur Brad Binder, je trouve un peu dur sur la comparaison avec Jack Miller, mais je la comprends. Je dis pas que t'as tort, je dis que je te trouve un peu dur. Mais je comprends. Mais Tsartek. Course longue du coup, avec déjà le choc avant le départ, 4 pilotes qui vont partir en pneus soft, les deux frères Marquez, Acosta et Miller, alors que la piste détruit le pneu, ils décident de partir avec le soft, sans doute inspiré par notre ami José Antonio Rueda, mais on en reparlera. Départ avec un bon départ de Bagnaia et Martin qui vont réussir à tous les deux passer devant. Martin va passer et créer l'écart, mais Pedro Acosta n'en l'entend pas de cette oreille. Il va doubler Francisco Bagnaia et réussir à accrocher Jorge Martin. Malheureusement, il va chuter dans le virage 10, le fameux. Il a des trajectoires vraiment invraisemblables. On va revenir là-dessus, j'ai envie d'en parler, même si j'ai jamais mis mes roues sur un circuit de ma vie, mais j'ai trop envie d'en parler. Derrière, on a une grosse remontée de Marc Marquez. On n'en a pas parlé en sprint, on va en parler en course. Il va faire 2 remontées de folie, comme au Mans il y a 2 semaines. On va en reparler plus longuement tout à l'heure. La course va être quand même plutôt calme, on va pas se mentir. Devant, Jorge Martin a l'air d'avoir pris un coussin assez tranquille avec la chute de Pedro Acosta par rapport à Francisco Bagnaia. Sauf que c'est Francisco Bagnaia. Il est capable du pire le samedi comme du meilleur le dimanche. Il va enclencher le rythme
et remonter sur Jorge Martin et lui laisser aucune chance. Il le double, Jorge Martin ne peut même pas répliquer. Il va le doubler et s'envoler vers la victoire, du coup, pour l'emporter devant Jorge Martin à la 2e place. Et 3e, je vais vous dire ça dans une seconde, je l'ai complètement mangé. Le roi. Le roi Marquez, effectivement. Voilà, je sais pas pourquoi je suis parti. Bien sûr, le roi Marquez. Lâche ça va. Roi Marquez qui est parti 14e, qui va doubler 45 pilotes en 2 semaines, s'il te plaît. Je pense qu'on peut l'appeler le roi. Ouais. C'est dingue. Je pense qu'on peut l'appeler. Ça- Oui, le MotoGP aujourd'hui, on peut plus doubler Old Maestrella Galicia, comme il aurait pu dire. Je pense Vraiment, sincèrement que certains pilotes ne doubleront pas 45 mecs dans toute une saison. Hein. Ah mais non, mais C'est sûr, même. Takaki Nakagami ne doublera pas 10 mecs dans la saison. Enfin, tu vois, Et je veux rien entendre ce week-end, meilleur Honda. Il Ouais, est c'est vrai. tout le week-end, gros. c'est vrai. Tout il le a été week-end. bon. Et est-ce que du coup, et pourquoi Marco Bezzecchi, on l'appelle pas le roi, lui Le roi Merlin, peut-être 4ème place d'Aleix Espargaro à la bagarre jusque dans le dernier virage avec Marc Marquez, c'était super sympa. DJ Antonio 5ème, Raúl Fernandez va faire une course du dimanche solide à la 6ème place, Alex Marquez 7ème, Brad Binder 8ème, Fabio Quartararo va être un bon 9ème et Miguel Oliveira va fermer le top 10 pour prendre les 6 points. Messieurs, il y a plein de choses à dire, on va essayer d'être assez concis parce que cet épisode est déjà assez long. Maxime, je te pose la question sur Francesco Bagnaia, toujours aussi incompréhensible avec un gâchis incroyable le samedi et une course de patron le dimanche. Gros, je sais pas quoi te dire. Je comprends pas, donc compliqué d'en parler. Son bras d'honneur, magnifique. Incroyable. Incroyable. J'adore. Pour une fois que j'adore. Non. Ah putain, l'erreur elle est dommage parce que vraiment c'est week-end patron quoi. C'est incroyable. La course qu'il fait le samedi est folle. Il a un rythme, une gestion de course parfaite. Il gère son écart comme il sait trop bien le faire. Il est trop chiant quand il fait ça. Il part et il garde le mec de derrière à 7 dixièmes, une seconde et il le cadre comme ça pendant tous les tours. L'erreur, je sais pas trop, je sais même pas si lui il la comprend, j'ai pas vraiment vu, je sais pas s'il rentre fort un peu large. Alors en fait, il a dit qu'il comprenait pas parce qu'il rentrait moins vite, pas plus de frein, il comprenait pas la chute en fait. Vraiment, pas de chance, pour le coup, pas de chance. Et le dimanche, patron, il laisse partir ceux devant quand ils veulent partir et tu te dis, ok, il gère sa course et il repart au bout d'un moment, il renclenche et il reprend tout le monde et après tu peux pas le rattraper. Franchement, rien à dire sur ce week-end-là. Autant j'avais envie de l'insulter ce samedi, autant la course qu'il fait le dimanche, ça remet tout en perspective, quoi. C'est de bon augure pour la suite pour lui, je pense. Léo, même question, un petit mot rapide sur Francesco Bagnaia. Forcément, dommage la chute en sprint, hein, parce que tu perds 10 points sans compter le gap avec Martin. Donc au championnat, ça compte, hein, tout de même. Maintenant, il se rattrape merveilleusement bien le dimanche, surtout revanchard, hein, par rapport à la saison dernière, la chute qu'il a eu. Il est trop fort quand c'est comme ça aussi, c'est fou. Ouais, c'est un monstre. Mais oui, après, quand je l'ai vu tomber, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout dans le gravier? C'est pas étonnant parce qu'au final, il a fait tellement des erreurs en sprint. Mais là, cette fois-ci, j'ai été surpris, surtout dans le dernier tour, alors que personne ne pouvait aller le toucher. C'est dommage, j'ai envie de dire. Mais je suis désolé de te couper. C'est la métaphore. C'est vraiment, tu prends son week-end l'année dernière à Barcelone, tu crois qu'il est mort. Et la course d'après, en fait, il est relâ. Et en fait, ce mec c'est quand tu crois qu'il est vraiment au plus bas, le lendemain il repart et c'est... En fait, tu peux jamais l'enterrer. Jamais. Quel que soit son week-end, même s'il fait des qualifs catastrophiques, même si la sprint il est nulle part, il tombe, il part 15ème le dimanche, il joue le podium. Tout le temps. La première saison, c'est le premier titre qu'il prend, c'est ça, à moitié saison tu l'enterres et au final, à la fin c'est lui qui gagne, tu vois. Après, bon, il faut le faire, quoi. Franchement, on me disait pas de mental, mais ça a l'air d'être quand même sacrément béton là-haut. En fait, c'est que c'est compliqué. Alors, on est personne pour juger le mental, je me sens obligé de me justifier, c'est insupportable, mais moi, effectivement, sur certains points... Je m'inclus dans ce lot-là. Non, mais bien sûr. Mais sur certains points... Non, mais en fait, j'ai l'impression d'être le conducteur du train du manque de mental de Francesco Bagnaia. En fait, sur certains points, il est incroyable. Je te dis, la capacité qu'il a à switcher du samedi au dimanche, au Mans, c'est ce qu'il fait. Au Mans, sa course du samedi, elle est horrible. Le dimanche, il fait que 3ème, mais il fait une course de patron. Là, il fait pareil. Tu l'as dit, en 2022, quand il prend le titre, c'est incroyable. En 2023, il résiste à Jorge Martin et tout.
Donc sur ce plan-là, son mental est à toute épreuve. Par contre, je suis désolé, ce qu'il fait samedi, on l'a déjà vu faire, mais je suis sûr que tu prends le cumul des carrières de Rossi et de Marquez, donc qu'ont à eux deux plus de 500 courses, ils ont 2 fois moins de chutes comme ça que Bagnaia dans sa carrière, quoi. Course, ouais. Franchement, je suis quasiment sûr que de tête, je peux te citer 6 ou 7 chutes de Bagnaia où il est sur sur le podium, sur la dernière partie de la course, et c'est fait, en fait. C'est fait, il a juste à ramener la moto à la maison, comme dirait Charles Leclerc, à qui on passe le bonjour. Et il tombe tout seul comme un idiot. Pardon, je veux pas l'insulter. Ah putain, j'en ai marre, je veux pas me faire engueuler. Mais... Oh, ouais, ça va, si on peut plus dire idiot ici, je pense qu'on coupe les micros là. Mais ça, c'est arrivé 1 million de fois, vraiment. Donc, c'est ça que vraiment je remets en perspective sur Bagnaia. Il y aurait une stat sur le nombre de chutes quand il est à minima sur le podium. Franchement, je pense que de tête, je vais pas le faire, mais je pense que c'était au moins 6 voire 7. Mais bon. Un mot sur Jorge Martin. Est-ce qu'il est serein? Je l'ai trouvé. Là, je trouve que ce week-end, on a vu un Jorge Martin qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'il prend les points en sprint, il s'énerve pas, il a pas trop de rythme et tout. 4ème, c'est pas grave. En course longue, Pedro Acosta lui casse un peu les couilles, il s'en fout. Bagnaia remonte, il le passe, pas de soucis, il n'insiste pas, il va pas au-dessus de ses moyens. Et sur le week-end, il prend 1 point à Francisco Bagnaia. Est-ce qu'il est serein, Maxime? Ouais, et j'ai l'impression qu'il a pas vraiment le choix. C'est un week-end où il est pas forcément au-dessus. Il nous habitue à avoir des week-ends où il est vraiment très fort. Et là, il se complique déjà le week-end en qualif. Parce que je pense que sur le premier run, il est devant, si je dis pas de bêtises. Ouais. Avant de se sortir sur le deuxième. Après, je pense... il veut absolument avoir la roue d'Aleix en Q2, en fait. Je sais pas pourquoi il attend. Mais bon, après, il part et il se sort. C'est comme ça. Mais il se complique le week-end à partir de là. Après, il part un peu plus loin. Je sais pas ce qu'il a raconté, je me rappelle plus. Il a trop poussé sur son pneu, je pense, en début de sprint. Si je dis pas de conneries. Il a trop poussé pour se battre et pour essayer de revenir devant, et du coup, il avait pas ce qu'il fallait en fin de course. C'est dommage. Et là, j'ai juste un petit regret, c'est qu'il est pas assez réfléchi, ou il a pas réfléchi comme Bagnaia, en tout cas, sur la course longue. C'est-à-dire qu'il va absolument prendre la tête, creuser l'écart, alors que peut-être que s'il était resté juste derrière lui, ou en gérant l'écart avec... Après, bon, faut vouloir le faire et pouvoir le faire, attention, hein. Mais peut-être que s'il avait temporisé quand Bagnaia a temporisé, il se serait peut-être retrouvé avec lui à la fin. Je pense qu'il lui manquait un peu de capital pneu à la fin, il avait moins de grip sur l'arrière, moins de grip en sortie, etc. C'est la seule chose que je peux lui reprocher. Même question, Léo, est-ce qu'il est serein et il a pas une meilleure, mais une mentalité un peu plus valable pour être champion cette année? Typiquement, le week-end qu'a fait Bagnaia, c'est un week-end que Martin aurait pu faire l'année dernière, quoi. Donc la tendance s'inverse. Comme Maxime l'a très bien dit, hein, il peut pas faire mieux en sprint, ou alors il a pas envie de prendre trop de risques pour faire mieux. En course, il mène la course, il se fait rattraper. Il aurait dû peut-être un peu trop pousser pour essayer de suivre Bagnaia et de prendre le risque de le redépasser. Intelligemment, il reste derrière. Comme tu le dis, il reprend en plus 1 point au championnat. Il en reprend beaucoup, quelques-uns à Marquez aussi. À la fin d'une saison avec autant de courses, c'est le genre de week-end qui peut compter. Il l'a même lui-même dit en conférence de presse derrière, hein, c'était voulu de sa part de ramener la moto à la fin de la course, donc c'est intelligent. Ouais, et on dirait vraiment qu'il arrive à se fixer ses limites, en fait. C'est vraiment ça, quoi. Là où il pêchait un peu avant. Un petit mot, messieurs, sur le roi des remontadas, désormais l'ami Marc Marquez. Donc au Mans, qualifié 13ème, il fait 2 fois 2ème. Ce week-end, qualifié 14ème, il fait 2ème et 3ème. Donc je crois que j'ai vu la stat, 45 pilotes doublés en 2 week-ends et en 4 courses. Ça a l'air d'être compliqué, il a l'air d'avoir du mal à trouver du rythme avec le pneu neuf ou en time attack, parce qu'il n'arrive pas à se qualifier en Q2. Ça fait plusieurs fois de suite qu'il n'arrive pas à passer en Q2. Mais par contre en course, j'ai l'impression que pneu usé, c'est le meilleur pilote du plateau. Parce que il n'y a pas eu le phénomène ce week-end où c'est-à-dire que là les deux devant avaient trop de rythme, mais il n'est pas remonté sur eux. Trop loin. Il partait trop loin. Mais par contre, j'ai l'impression que pneu usé, il est incroyable, Maxime. Ouais, carrément. On l'a vu sur les courses d'avant où on voit toujours la petite phase à mi-course là où il temporise un peu. Et puis il rattaque en fin de course et il est supérieur à tout le monde.
L'impression qu'il a compris le mode d'emploi de la Grésini, peut-être pas sur un tour, comme tu as dit. Mais en tout cas, mais après, sur ces week-ends, il travaille beaucoup les longs relais. Je crois que c'est sur la FP1 où il passe un seul pneu de toute la FP1 et il fait 20 tours et il travaille vachement ses longs relais. Je pense qu'il s'attendait peut-être pas à être si loin sur un tour. Il a été surpris, je crois que c'est en FP2 du coup, quand il passe le double soft un peu avant tout le monde là et qu'au final ses chronos sont pas si ouf. Il remonte pas tant que ça, je crois qu'il remonte 5ème. Et à partir de ce moment-là, c'était peut-être un peu tard dans son week-end pour s'attaquer au tour rapide. Donc bon, en tout cas pour passer la Q2 quoi. Pas de chance en Q1, ils se viennent avec son frère. Mais en tout cas ouais, pour revenir sur ce que tu disais. Je pense que c'est ça qui lui coûte la Q2 d'ailleurs. Le dernier tour où ils viennent avec Alex là. Ouais, clairement. Mais du coup, après, très bonne compréhension du pneu sur les longs relais. Il travaille pour ça et ça a l'air de fonctionner en tout cas. Alors que son ingénieur, si je dis pas de bêtises, disait qu'il leur manquait des datas un peu en début de week-end. Ouais, en fait, c'est ce qu'il dit. Quoi. C'est exactement ce qu'il dit, c'était que limite l'année prochaine, ils vont gagner 2 séances parce qu'ils auront des données déjà sur de l'année précédente, mais que là, en arrivant avec des feuilles vierges en termes de data, c'est compliqué pour eux. C'est ce que dit son ingénieur tout à fait. Francky. Léo, un mot sur Marc Marquez. Bah du coup, tu m'as coupé court parce que c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est ce qu'il a tweeté en tout cas, que c'est en FP2 à chaque fois qu'ils comprennent ce qu'il essaye de leur dire et là où ils peuvent vraiment travailler, sauf que bah c'est trop tard pour l'essayer avec la qualification et le nouveau format de week-end. Maintenant, moi ce que je trouve très fort, c'est que au Mans, quand il remonte à la sortie du 3e virage, il est déjà 5ème. Là, ce week-end, il a pas fait des envols monstrueux et il a pas fait des départs de fou. Ouais. Mais il les a doublés à la loyale quoi. En plus avec un pneu soft qui devait être explosé en fin de course. Il était quand même dans le rythme. Donc c'est là où on voit que c'est très fort et là où vraiment on peut dire que la qualification lui coûte quelque chose de mieux qu'on pouvait dire déjà au Mans, mais avec moins de certitude. Mais si on a c'était assez complet, je pense. Je voudrais juste qu'on donne un petit mot vite fait sur les Yamaha qui avait l'air d'être un peu mieux ce week-end. On a vu Alex Rins qui se qualifie direct en Q2 et qui part 8ème, qui après va être en mode cirque par derrière sur les 2 courses, mais c'est Alex Rins, on a l'habitude. Mais Fabio Quartararo qui va terminer 9ème de la course longue, donc qui va mettre des gros points, qui va réussir à accrocher 7 points. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? Il l'a dit, Quartararo, en gros, qu'il y avait eu un pas en avant de fait, qu'ils étaient très contents. Au Mugello, on arrive ce week-end où ils ont testé, il y a une semaine, il y a un nouveau package aéro qui arrive, etc. Est-ce qu'il y a un motif d'espoir pour les Yamaha à très court terme, là, sur la mi-saison qui arrive, là, Léo? Bah déjà, moi j'ai l'impression que Jarvis il se met beaucoup en retrait et que celui qui devrait prendre sa place l'année prochaine commence déjà à la prendre. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais on le voit. C'est moi qui prends sa place. Non mais je sais pas si vous avez la même expression que moi, mais j'ai l'impression à la télé qu'on le voit beaucoup moins qu'avant, du moins il est beaucoup moins montré aux écrans. Mais ouais. On les voit beaucoup moins tout court. Hein. Oui, mais Jarvis en général c'est celui qu'on interroge tout le temps. Au final là on a beaucoup vu celui qui allait prendre sa place l'année prochaine. C'est qui ça qui prend sa place? J'ai même pas vu. Je sais pas celui qu'ils ont recruté pour le moteur. Peut-être que je dis une connerie, mais il me semble que ça. Mario Mergali là, le patron de la performance là, je sais pas quoi. Là. Mais c'est trop compliqué, je comprends pas les. Lui on l'a beaucoup vu travailler avec Fabio, parler avec Fabio ce week-end. C'est lui d'ailleurs qui a annoncé qu'il allait avoir un nouveau package aéro. Et Fabio était plutôt confiant par rapport à ce package. Il avait un très bon rythme. Rins, on a vu qu'il était rapide sur un tour. Maintenant, faut mettre tout à bout, mais ça a l'air positif. Et ça fait 2 week-ends qu'on entend un Fabio positif. Je pense qu'on peut lui faire confiance, vu comment il a craché sur la marque les dernières années. Il a le choix en fait d'être positif surtout. Après oui, il a intérêt avec la signature, mais tu vois, c'est le genre de mec s'il avait si rien n'avait été travaillé, si c'était négatif, il l'aurait dit quoi, clairement. Donc je pense que là, s'il arrive en disant que c'est ok, qu'il y a eu du travail de fait, qu'ils sont dans la bonne direction, on peut lui faire confiance. Maxime, même question. Qu'est-ce que tu penses du week-end de Yam? Est-ce qu'il voit le bout du tunnel? Bah déjà il se rapproche, déjà il s'éloigne d'Honda, c'est un bon signe. Ils sont plus avec eux. Et ça progresse, il n'y a rien à dire. Ça progresse, c'est devant les VR46.
pas toutes, mais c'était devant au moins Bezzecchi, c'est devant Oliveira. C'est solide. Bon, Rins, c'est dommage, il manque toujours un peu de constance, mais ça va dans le bon sens. À noter que c'est pas eux qui développent l'aéro sur la moto, ou en tout cas pas le nouveau package. Ils se rapprochent des Européens. Peut-être un bon signe pour eux. Et tant qu'on y a parlé de développement, Honda était un peu déçu de ce que j'ai compris, en tout cas à Zarco, du package qu'il avait pour la Honda ce week-end. Il l'avait testé au Mugello et il s'attendait à de meilleurs résultats en tout cas ce week-end. Moins bon feeling qu'au Mugello, donc à suivre. Peut-être qu'ils essaieront de combler le gap au Mugello. Qui est pas allé au débrief technique de suite. Il commence à être un peu au BDR. Apparemment, il avait bien les boules après la course. Il est parti faire du vélo d'appartement après la course, Zarco. Il n'est pas directement allé débrief technique avec son équipe. Il a besoin d'évacuer un peu. Il avait besoin de souffler, ouais. Il se fait votre part Nakagami aussi. Un peu les boules, comme il dit souvent. Mais ouais, bah, je pense que c'est surtout ça. 100% c'est ça. Mais ouais, bon voilà un peu pour les Français. Avant de conclure, messieurs, est-ce qu'il y a un sujet, un pilote, n'importe quel sujet sur lequel vous vouliez revenir rapidement avant qu'on conclue? Maxime, je te vois faire oui de la tête. Ouais, moi je veux juste revenir sur Fernandez à suivre, parce que l'année dernière, l'Aprilia 2023 était très très forte sur ce circuit. Ils ont eu un peu de mal à être aussi dominants cette année. Donc à voir si il arrive à répéter ça sur les courses qui arrivent, ou si c'était vraiment le facteur Data 2023 plus Moto 2023 sur Catalunya qui était fort ce week-end. C'est pas impossible, en effet. Léo, je t'écoute. Ah ouais, Fernandez à suivre. Je pense quand même que la 2024 est meilleure, donc ce qu'il a fait c'est très positif. J'aimerais, comme je l'ai dit plus tôt, qu'il revienne à son niveau. Après, j'aurais peut-être parlé de Bezzecchi, mais j'ai pas envie de jeter la pierre plus qu'il en est déjà, donc bon. Il est déjà sous un seau de pierre. Tu vas pas tirer sur l'ambulance, quoi, c'est ça que tu veux dire. Ouais, le pauvre, le team VR46, ils étaient contents de la performance de Gian Antonio, donc ça montre qu'ils sont certainement déçus de celle de Bezzecchi. Oui, bah clairement il y a un gros gap d'écart entre les deux ce week-end. Ouais, je pense que là pour Bezzecchi il va falloir se ressaisir assez rapidement. Pêle-mêle un petit peu, Vignales décevant quand même sur ce week-end, j'en attendais beaucoup plus. Pedro Acosta qui réussit à marquer 3 points après sa chute, donc c'est bon à prendre parce qu'il va jouer quelque chose au championnat. Je pense qu'il va jouer le podium s'il arrive à se saisir, donc pourquoi pas. Attention à pas tomber dans le too much quand même, hein, Acosta. Hein. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit. Moi je pense qu'il rentre un peu dans le mur là. En NBA, il y a ce qu'on appelle le rookie wall. Au bout d'un moment, les nouveaux dans la saison, ils tombent un peu du nuage et de l'émulation positive. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à Pedro Acosta. Ouais. Donc moi je dis, s'il chute encore au Mugello, j'aurais des choses à dire. Attention. Peut-être à vouloir battre le record de Marquez. Je pense qu'il a beaucoup ça en tête. À mon avis, c'est possible. Il y a ça, et puis putain, il a vraiment des trages différentes. Alors certes ça le fait aller très vite, mais il rentre dans le too much, et tu vois qu'en fait au final avoir sa trage différente, il le paye pour le coup ce week-end. Donc peut-être, alors pas tout jeter à la poubelle pour un week-end, hein, mais ça fait 2 d'affilée, peut-être attention à pas trop s'entêter, un peu comme il a fait en Moto 2 au départ, où il voulait absolument faire comme lui voulait. Mais bon, attention, c'est quand même super ce qu'il fait. Non, mais bien sûr, ouais. Ça c'est clair. Nakagami, du coup, meilleur Honda ce week-end, donc bien joué mon pote. Mir qui va prendre un point. Zarco catastrophique. Mais bon, c'est la vie. Luca Marini qui a dit que c'était son meilleur week-end, frérot, t'es 17ème. Compliqué. Bastianini, alors je l'ai dit déjà 4 fois cette expression, mais je la redis, c'était le cirque Pinder. Alors on n'a pas du tout le temps de s'étendre sur le sujet, mais il va prendre une pénalité pas du tout méritée. Il va pas vouloir faire le long lap, du coup il va prendre un deuxième long lap. Ensuite il va pas vouloir le faire, du coup il va prendre un drive-through. Après la direction de course a dit non mais en fait fallait pas te pénaliser, mais allez mourir. Putain, bordel de merde là. Quel enfer. Stéphane Bradl termine devant Alex Rins, donc c'est un week-end réussi. Oh. Mais apparemment, dans l'avant ou l'antépénultième tour, en fait, Alex Rins va faire un gros tout droit, et c'est ce qui va faire qu'il va terminer dernier. Léo, je te donne. Il prend le long lap au départ de la course. Exactement. Léo, je te donne le mot de la fin avant qu'on conclue. Ça fera plaisir à tout le monde, c'est-à-dire, enfin à tous ses fans, c'est-à-dire personne. Morbidelli, qui s'est réveillé. Un petit peu, on l'a un peu vu devant. Il s'est battu avec Marquez. Il fait un meilleur week-end que Bastianini. Donc honnête. En termes de rythme, oui. En termes de résultat, non. Oui, pour s'il chute. Ouais.
Mais ouais, Morbidelli, bon, Encourageant. on n'est pas d'accord, mais on n'a pas le temps. J'ai mis un mot Donc, positif dans son carnet. on en reparlera. Messieurs, mille merci pour cet épisode où au final il y avait plus de choses à dire que ce que je pensais. La course n'était pas incroyable, mais il y a eu quand même pas mal d'enseignements, donc c'était très cool. On se donne rendez-vous très rapidement, ça enchaîne là tout de suite avec un autre circuit iconique, à savoir celui du Mugello en Italie, et on espère ou pas que Rossi sera là pour donner à Marco Bezzecchi une chance de marquer des points. Je vous rappelle, pour nous suivre, Twitter, l'Energie du MotoGP sur Facebook, et pour nous écouter, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin tout ce qui existe, et YouTube. Messieurs, Léo, Maxime, merci beaucoup, et je vous dis à bientôt. Au revoir. À plus. Congratulations! Oh, incroyable. It's a jellyfish back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs it out!